déjà récolté. Alors là, je vais vous montrer, je suis en train de trier un sédiment qui vient de Abbey Wood en Angleterre, qui est de l'Éocène inférieur, qui est affilié au Sparnacien et à l'étage Sparnacien, et qui est d'une très grande richesse en vertébrés marins, mais également en vertébrés continentaux, parce que on y a trouvé une très belle faune de mammifères, un des premiers groupes de mammifères de l'Éocène, où il y a beaucoup d'espèces qui ont été décrites. Et j'avais moi-même trouvé en 2006, lorsque j'y suis allé fouiller lors de la journée ouverte organisée par le Muséum de Londres, une très belle dent, une molaire supérieure de carnassier de l'époque, que j'ai laissé comme il était de coutume sur place à Jerry Hooker, qui est un paléontologue anglais qui parle très bien français et qui est un spécialiste des mammifères de cette période-là. Alors, pour revenir sur les élasmobranches qu'on trouve et les petites faunes de mollusques, elles sont assez comparables à ce qu'on a à Saint-Senis dans l'Aisne, sauf qu'à Saint-Senis dans l'Aisne, j'ai pu y fouiller une fois il y a une dizaine d'années, et c'est absolument pas comparable tant par la richesse que la diversité des vertébrés. À Saint-Senis, ils sont plutôt rares, en très mauvais état. À Abbey Wood, ils sont très communs, en très bon état. Bon, il peut arriver qu'il y ait des dégradations, bien sûr, comme partout. Mais globalement, quand on peut trouver jusqu'à au moins 1000 dents par jour, sans problème. Et une majorité de dents sont complètes et suffisamment complètes pour les identifier. Alors, je vais vous montrer, là, je trie une fraction qui est supérieure à 3 mm. Donc on va chercher, alors je prends tout, hein. Là je prends aussi bien les mollusques, les vertébrés que les invertébrés. Alors là on a une petite dent de requin qui n'est pas tout à fait complète, mais la racine est complète. Voilà, c'est une petite Sylvestrilamia teretidens probablement. C'est une espèce très fréquente qui a été décrite là-bas pour la première fois. Voilà, une cuspide de requin, il n'y a que la cuspide principale. Là j'ai un petit gastéropode que je prélève aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore un bout de dent, je récupère également. Je vais vous montrer après ce que j'ai déjà trié, parce que j'ai commencé avant de démarrer la vidéo, pour vous montrer ce qu'on peut y récolter. C'est assez riche et diversifié. Bon, c'est comme je vous l'ai dit, de l'Éocène inférieur, considéré comme sparnacien, jusqu'à preuve du contraire, et c'est une des premières faunes mammalogiques qu'on a en Europe du Nord, on va dire, qui est assez diversifiée, avec des gros animaux, des plus petits animaux, enfin bon, il y a une belle représentation de mammifères. Je reprends tout de suite la vidéo, je vous montre ce que j'ai déjà récolté. Alors là, je vais vous montrer, je suis en train de trier un... Mais là, j'ai déjà récolté ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, ici, on a une petite chose qui est assez fréquente là-bas. C'est un petit écusson dorsal de la raie, qu'on appelle Hippolophodon sylvestris, qui est très commune. Alors, qui est très commune, mais pas partout, ni tout le temps, hein. Là, on a une dent d'Hippolophodon sylvestris en vue racinaire. Je vous montrerai des exemplaires en photo avec vue orale. Là, on a une autre dent. Alors, j'arrive pas à faire mise au point ici. Voilà, là on a une autre dent d'Hippolophodon sylvestris, mais une plutôt centrale. J'en ai encore une autre ici. Vous voyez, elles sont assez fréquentes. Là, j'ai déjà trouvé un deuxième écusson d'Hippolophodon. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors, ça va être difficile à observer. Bon, là, c'est encore une dent d'Hippolophodon un peu plus grosse. Là, j'ai une petite Sylvestrilamia teretidens, qui correspond parfaitement à l'espèce. J'en ai encore une autre ici. J'ai trouvé tout à l'heure, voilà, ça c'est moins fréquent déjà,
une otolite. Alors les otolites, je vous avais déjà peut-être parlé, je vous en avais déjà parlé sur une autre vidéo. Hein. Ce sont des pierres d'oreille qu'on trouve chez les poissons osseux uniquement et qui permettent d'avoir d'autres informations. Or là, celle-là, c'est la première fois que je la vois sur un Baywood parce que habituellement on trouve des albuliformes, c'est-à-dire des dents, des otolites dont on trouve assez fréquemment également des dents, mais celle-ci me semble différente. Ça ressemble à un ophidiforme, il faudra que je précise ça en la photographiant et en la comparant. On a également des petits bivalves, des petits gastéropodes, bon des bivalves on en a pas mal aussi. Et là notamment j'ai une nérite, une petite nérite avec des motifs résiduels qui est très jolie mais qui est trop petite pour être vue comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, pas des bivalves, hein, je vous en parlais, il y a quelques bivalves classiques. Il y a des dents symphysaires, un parasymphysaire apparenté à des carcarias. Bon, des cuspides principales détachées, ça plus être l'air d'être de Striatolamia macrota. Et puis, voilà, encore une aticidée, là, un petit gastéropode. Donc voilà, ça, Fabrice Micraster a déjà montré, puisqu'il va régulièrement à Baywood. Mais par contre, lui, il ne fouille pas lors d'ouverture de chantier. Alors, toujours sur Baywood, je suis toujours en train de trier les éléments. Donc là, je suis toujours dans les fractions qui sont supérieures ou égales à 5 mm. Donc je vais vous montrer. J'ai déjà récolté quelques petites choses sympathiques. Beaucoup d'Hippolophodon sylvestris, donc c'est une raie qui est très dominante là-bas. Il y a beaucoup de dents orales et quelques plaques dorsales qu'on appelle des ostéodermes. Là, je vous montre, je viens de trouver une petite dent symphysaire de Carcarias. C'est assez joli, elle est bien complète, avec ses racines bien complètes, pas fréquent, malgré tout. Hop, je la prélève. J'ai trouvé aussi deux otolites, plutôt bizarres, je n'avais jamais trouvé jusqu'ici, qui sont des otolites ophidiformes, d'un ophidiforme, c'est-à-dire d'un poisson plutôt allongé, et j'avais pas souvenir d'en avoir vu sur Baywood. J'ai regardé un petit peu dans la littérature, il semblerait que ça soit connu, mais pas fréquent. Je vous montrerai ça plus en détail plus tard. Alors, toujours sur Baywood, on trouve régulièrement de petites nérites. Je ne sais pas si on va bien les voir, parce qu'elles sont vraiment petites. C'est des petites nérites lisses, qui sont appelées clitons, et qui ont aussi des motifs résiduels comme un pourci. Là, on a d'autres petits gastéropodes dont je ne me souviens pas du genre, mais je vais vous retrouver ça sur les publications, qui sont assez fréquents. Ils sont labrés et vous voyez, ils sont de petite taille aussi, puisqu'ils font de l'ordre de 3 à 4 mm. Donc, je les prélève aussi, comme la petite nérite avec ses motifs résiduels. Et là, je recherche les dents et des otolites. Alors, suivant les fractions, on va trouver plus ou moins certaines espèces. Tiens, là, on a une petite dent d'Hippolophodon sylvestris. Alors, ça se présente comme ça, vous voyez. Là, je ne sais pas si on le verra bien, parce que c'est vraiment petit. Mais il y a en gros une base qui est semi-ovale, avec en dessous les racines qui sont généralement présentes. Ce qui est loin d'être le cas dans le bassin parisien. C'est pas toujours le cas. Hein. Donc là, il y en a beaucoup. Voilà, je vais la mettre de côté. Et puis je vous montrerai ça, ce que ça donne, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. C'est même, on va dire, quasiment la seule raie qu'on trouve. Hein. De mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres types de raies. Bon, je coupe et je reviendrai à plus tard.
Voilà, là je reprends toujours sur Abbey Wood, j'ai un autre lot là qui est plus riche apparemment. J'ai de l'Hippolophodon, alors ça là elle est très belle, très bien préservée. Donc comme l'autre, elle se présente une surface orale qui est plutôt plate, plutôt de forme oblongue, et en dessous on a bien les racines. Alors ça, il faut s'imaginer que dans la mâchoire de l'animal, il y en avait des milliers. Hein. C'est pas une dent séparée, hein, évidemment. C'est un ensemble broyeur, comme on va pouvoir observer sur d'autres types de raies d'Asiatis, Rhinobatos. Il y a un ensemble de dents broyeuses comme ça, qui sont alignées les unes derrière les autres, et qui forment une surface d'écrasement pour tout ce qui est coquilles et invertébrés, comme les crustacés, les mollusques, céphalopodes, enfin voilà. Donc je prélève cette petite dent. Là, j'ai une autre petite dent de requin, bon, qui n'est pas tout à fait complète parce qu'il manque un bout de racine. C'est assez fréquent à Abbey Wood, mais bon, je la prélève tout de même. Oh, celle-là, elle est pareille, un peu moins belle encore. Ah, là, j'ai une petite dent, alors qui est vraiment toute petite. Hein. Elle fait 3-4 mm à tout casser. Ça ressemble à du Sylvestrilamia teretidens. On verra après. Encore une Hippolophodon. Vous voyez, d'une poignée à l'autre, les résultats peuvent être très différents. Là, tout à l'heure, j'avais presque rien. Et là, j'ai beaucoup. Là, j'ai encore une petite dent ici. Là. Je pense qu'on va la voir. Elle est jolie comme tout. Elle est complète. On va voir plus tard ce que ça peut être. Et puis, je crois que c'est à peu près tout, mais ça fait quand même 3 dents d'Hippolophodon, 3 dents de requin. C'est pas mal. Ah, encore une autre dent de requin, vous voyez, je n'allais pas la voir, celle-là. Malgré que j'ai quand même l'habitude de de trier ça à vue, des fois on peut en louper un peu. C'est pour ça que des fois je n'hésite pas à faire 2 tris successifs. Pour être sûr d'en oublier le moins possible. Bon, là il y a encore un bout de dent. Ça vaut pas le coup d'être prélevé parce qu'elle est trop cassée. Mais si par contre il y a des otolithes, je vais les voir assez rapidement parce qu'elles n'ont pas la même coloration et elles sont plutôt généralement quand elles sont complètes on les remarque vite sur Abbey Wood, ce qui est loin d'être le cas partout. Hein. Dans beaucoup de gisements, elles se confondent avec les autres sédiments. Et là, il se trouve qu'elles sont quand même d'une couleur assez différente. Elles sont un petit peu plus foncées. Et puis surtout avec des formes typiques qu'on trouve peu ailleurs. Les seuls gisements où j'en ai trouvé des similaires, c'était Pourcy. Pourcy parce que c'est aussi daté du Sparnacien. Et c'est un environnement qui est très proche. Par contre, à Pourcy, les dents de poisson, les dents de raie, de requin sont très rares. Et là, c'est tout l'inverse. À Abbey Wood, il y en a des quantités impressionnantes. Bon, je reviendrai toujours sur Abbey Wood. Là, j'ai encore une fraction. Bon, toujours la même fraction de taille, hein, 4-5 mm, mais j'ai encore un autre tri en cours. Là, je retrouve une Hippolophodon sylvestris qui est un petit peu plus usée et qui est plus grosse aussi. Donc là, par contre, on voit que la surface orale a été fortement abrasée et que bon, ça montre une usure certainement fonctionnelle due au broyage des aliments. Constitué essentiellement d'animaux à carapace dure, comme les coquillages, certains crustacés. Alors bien qu'étonnamment il devait y avoir des crustacés, on trouve assez peu de restes. Il y a quelques tubes, des fois qu'on trouve sur place. Et Pourcy c'était pareil, très peu d'éléments de pinces ou de dactyles, très peu de choses. Et pourtant on a la preuve indirecte qu'il y en a. Parce que on a des coquilles de gastéropodes essentiellement qui ont été mangées, on va dire, décortiquées par des crustacés. Alors, j'essaierai de vous montrer ça sur Pourcy. On peut le voir assez facilement parce qu'il y a une usure, il y a une cassure qui est caractéristique.
Là, je ne l'ai pas vu de mémoire, mais bon, je suis dans les fractions qui sont de taille moyenne et généralement ça se voit très bien sur les grosses coquilles. Donc là, j'ai encore un petit cliton, une petite nérite avec les motifs résiduels. On verra pas bien sur place parce que c'est petit, mais je la récupère. Alors ce sédiment-là, je ne sais pas si je vous en avais parlé, c'est un sédiment qui a été récolté en 2004, hein, donc ça fait 20 ans, mais qui avait été mis de côté par un ami là, qui ne l'avait jamais trié, pensant de trier sa retraite certainement. Et puis bon, il se trouve que pour diverses raisons, il a arrêté la paléontologie, c'est bien dommage. Et ce sédiment-là, je lui ai racheté. Hein, il y en avait à peu près 100 kilos. Donc j'ai commencé à trier les très grosses fractions qu'il avait rapportées. Et puis j'ai bien sûr calibré les fractions inférieures que j'avais mis de côté. Et puis je dit tiens, là c'est peut-être le moment de les trier un peu. De montrer un petit peu comment je m'organise pour le tri et de vous montrer ça. Fabrice Saunier, alias Micraster, monte souvent du Abbey Wood. Donc c'est intéressant parce que lui, il le récolte sur place, mais pas en profondeur comme ce sable-là qui a été prélevé lors d'une fouille officielle, qui se tient au mois d'octobre généralement, et qui est décaissé avec un bulldozer. Ils atteignent des couches en place. Et donc lui, il semble fouiller dans des emplacements qui ont été mis à disposition du public. Donc il y a bien sûr des choses à trouver. Mais le problème, c'est que, 1, il ne dispose pas d'eau, 2, il ne creuse pas dans la couche en place, et 3, il y a une diversité qui est beaucoup moins forte, parce que ça résulte des mélanges de tout ce que les autres ont oublié. Voilà. Bon, je dis pas qu'il puisse rien trouver, hein, attention, il a trouvé certainement beaucoup de choses, essentiellement des petites choses. Par contre, tamiser sur place sans eau, ça sert à rien. Il faut absolument prélever et tamiser ultérieurement à l'eau. Parce que sinon, comme il a pu vous le montrer, c'est truffé de débris végétaux, ça se trouve en plein milieu d'une forêt. Donc il y a tous les éléments végétaux qui tombent dedans et qui polluent un petit peu la visibilité, sans compter que c'est un sable assez attachant, on va dire, assez riche et qui attache très bien. Et donc sur place, il le montrait, il trouvait très peu de gros, à part les gros éléments, à part les grosses dents, il trouvait rien. Donc moi là, je suis dans les fractions moyennes. Quand je serai dans les fractions fines de l'ordre de 2 à 3 mm, sans lavage, on ne voit absolument rien. C'est même pas la peine d'essayer. Il faut absolument faire un lavage, le laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, recalibrer avec un tamis adéquat. Et puis surtout enlever tout le sable résiduel. Parce que sur 1 kilo, des fois on n'a pas loin de 300 grammes de sable très fin qui ne sert à rien. Ça sert à rien de le trier, il n'y a rien dedans. À part peut-être des foraminifères et des ostracodes, et encore. Ça reste à démontrer. Bon, voilà, je reviendrai plus tard. Alors, voilà, encore une fois, on est sur Abbey Wood. Là, je vais vous montrer, je viens de trouver un petit écusson de raie d'Hippolophodon sylvestris, qui est assez joli. Et donc ça se présente comme ça, encore une base un peu ovale, et là en l'occurrence il y a quand même une pointe qui est légèrement émaillée. Ça arrive assez fréquemment, donc je vais mettre de côté. Là j'ai encore une dent d'Hippolophodon sylvestris, là une dent orale, ok, je la mets ici. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite dent de requin. Bon, depuis tout à l'heure je trie, c'est moyen, hein. C'est moyen, il ne me reste plus grand chose. On arrive vers la fin, donc ce sédiment avait été prélevé en 2004 par un ami. Moi-même j'y avais été en 2006, bon j'avais trouvé pas mal de choses, hein. Forcément quand on y va pour la première fois on trouve beaucoup de choses. Ça reste quand même un gisement à voir une fois, je dirais au moins, parce que c'est une particularité dans le tertiaire européen, c'est-à-dire que le sparnacien d'Abbey Wood est connu quand même pour être très riche au niveau vertébré, tant marins que continentaux. Et puis il y a une faune de mollusques qui n'est pas désintéressante. Par contre au niveau des coraux, il n'y en a pas, il n'y a pas d'oursins, il n'y a pas de bryozoaires, puisque là on est sur une lagune, on est très proche de Pourcy.
et c'est un environnement plutôt saumâtre. Donc les espèces purement marines comme les coraux, les oursins ne peuvent pas y vivre, tout simplement. Il y a aucun élément. Alors, s'il y avait des éléments, ça serait possible, mais uniquement des éléments remaniés, qui auraient été bougés de niveau antérieur. Mais dans la couche parnassienne, de toute façon, dans le sparnacien d'une manière générale, j'ai pas trop connaissance de coraux. Et les coraux ne devaient pas avoir un environnement favorable à ce moment-là. Il y en avait certainement encore sur Terre, hein, puisque après il y en a encore beaucoup. Mais au Sparnacien, c'est pas connu pour être très riche en coraux. Par contre, l'Yprésien qui vient après, enfin le Cuisien, il commence à y en avoir un peu. Et puis au Lutétien inférieur, là il y en a beaucoup, et jusqu'à l'actuel. Hein. Mais voilà, c'est pas des environnements riches en coraux. C'était certainement des plateformes peu profondes, des mangroves avec une eau assez peu claire. Et c'est pas des conditions favorables de vie pour les coraux, les boyozoaires, les oursins. Et puis certains autres groupes que j'oublie de mentionner et que vous trouverez certainement plus tard vous-même. Voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Je crois qu'on arrive vers la fin de ce tri. Et j'essaierai de vous montrer plus tard la fraction inférieure, dans laquelle on va retrouver à peu près les mêmes éléments, beaucoup d'hippolophodons et puis des petites dents de poisson osseux et quelques otolithes et éventuellement, si on a de la chance, une ou deux dents de mammifères. On détaillera tout ça, voilà, plus tard. À bientôt.